Chapitre 1, Maman, je veux un PC portable. Donc, ce chapitre, cette présentation, en fait, l'idée, c'est de donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire l'acquisition, éventuellement, d'un ordinateur portable pour les étudiants et de ne pas trop se faire avoir par les différents problèmes marketing. Maintenant, voilà, c'est une présentation qui dure quand même 55 minutes, mais dans lequel c'est un condensé d'informations. Évidemment, toutes les caractéristiques techniques dans le détail de chaque composant n'est pas abordé ici sur 50 minutes. C'est dans les grandes lignes, les spécificités auxquelles il faut faire attention pour ne pas se faire avoir. Une des questions les plus fréquentes posées par les gens qui sont à l'achat d'un ordinateur, c'est c'est quoi la meilleure marque? Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question, et même si on le voulait, non, on ne sait pas répondre à ça. Les marques, c'est une loterie, que peu importe la marque de l'ordinateur, c'est une loterie. Vous pouvez très bien acheter un ordinateur, un Dell par exemple, ici cette année, à un budget de, je sais pas, 800 €, et dans 2 ans, vous n'êtes pas content, et dans 2 ans, vous rachetez un Dell à 800 €, vous êtes enchanté. Donc, il faut savoir que beaucoup de marques sous-traitent la fabrication, donc ils font un cahier des charges. Alors déjà, est-ce que le cahier des charges est bien fait ou pas? Voilà, donc c'est déjà une première chose. Et ensuite, il y a un fabricant qui a été sélectionné pour fabriquer cet ordinateur. Est-ce que le fabricant fait bien son travail ou pas? C'est encore un autre problème. Et donc, voilà, il n'y a pas une marque, là, à coup sûr c'est bon ou à coup sûr c'est pas bon. C'est une loterie. Et donc, vous devez vous baser sur les caractéristiques techniques principalement. Et ensuite, si vous savez manipuler l'appareil, ça permet de se donner un avis supplémentaire. Il est possible de classer tous ces ordinateurs portables en différentes catégories. Et alors, j'ai mis ici 2 échelles. Donc l'axe horizontal, le niveau de performance, la rapidité de l'appareil, et l'axe vertical, ce que j'ai appelé la praticité. Donc si vous avez besoin d'un attelage à votre véhicule avec une remorque pour mettre l'ordinateur dedans, la praticité est nulle. Si maintenant vous savez c'est léger, vous savez le déplacer facilement et c'est une autonomie élevée, la praticité est élevée. Et sur la praticité, j'ai inclus également le fait que est-ce que vous savez installer et faire fonctionner vos logiciels. Ça, c'est important aussi. Donc, au niveau des catégories, on retrouve les tablettes, car oui, des fois, on m'a déjà posé la question, j'achète un PC ou une tablette? Ça n'a rien à voir. Donc, est-ce que vous allez faire, je sais pas moi, des calculs comptables avec votre téléphone? Normalement, non. Enfin, j'espère que non. Faire votre comptabilité avec votre téléphone, je doute, et donc tablette c'est comme un téléphone mais en plus grand, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vous ne pourrez pas y installer tous les logiciels que vous voulez. Sur ce point-là, on en parlera plus tard. Il y a les tout petits ordinateurs portables sur lesquels vous pouvez installer ce que vous voulez. Bon, c'est souvent très limite en termes de performance. Les Chromebooks, on peut les mettre dans la même catégorie, on en reparlera plus tard. Sinon, en ordinateur portable, en vrai ordinateur portable, on peut identifier 3 catégories, donc ce que j'appelle appelle les laptops, ça c'est la grande majorité des ordinateurs portables. Les ultrabooks, ce sont les laptops mais plus fins. Donc, généralement, on peut classer la gamme Apple par exemple, on peut la classer dans cette catégorie-là. Et les transportables, là, sont les gros ordinateurs portables bien lourds de guerre que les férus de jeux vidéo aiment bien. Donc on a un petit peu ces 3 catégories-là d'ordinateurs portables, plus les autres petits brols là que j'ai mis au début des axes. Reprenons le même graphique sans les images. Comme vous êtes éventuellement à l'achat d'un ordinateur qui va vous accompagner tout le long de vos études d'ingénieur, et en espérant que vous n'étalez pas trop vos années, ça devrait être faisable, et donc vous avez un besoin minimum en performance, symbolisé par cette limite ici verticale. Tout ce qui est à gauche de cette limite ne va pas convenir. Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin d'installer des logiciels plus lourds qu'un simple navigateur web, donc comme par exemple AutoCAD pour du dessin industriel ou Visual Studio pour du développement.
Et donc, les ultrabooks qui seront un peu trop poussifs pour ça, tout comme certains laptops. Et alors, les petits ordinateurs ici seront clairement soit pas compatibles, soit pas suffisamment performants. Enfin, généralement, c'est les deux. C'est pas compatible et pas performant. Et si jamais ils sont compatibles, ils ne seront pas suffisamment performants. Et on a l'autre limite, qui est la limite de praticité. La vie scolaire fait que vous allez vouloir déplacer votre ordinateur tout le temps. Et des fois, vous n'avez pas toujours accès à une prise électrique. Et donc, une autonomie décente serait quand même intéressant. Ce qui fait que ça élimine également une partie des ordinateurs qui étaient malgré tout suffisamment performants, mais qui ne sont pas suffisamment pratiques. Et donc, l'objectif de la suite de cette présentation, c'est d'essayer de vous donner 2-3 indices qui permettraient d'identifier si une machine se trouve dans la bonne zone ou pas. Après la question de la marque, souvent on pose la question du prix. Pour la question du prix, certains disent qu'un ordinateur plus cher n'est pas forcément plus performant. Ça, il faut le retenir, c'est vrai. D'autres disent qu'un ordinateur plus cher n'est pas forcément de meilleure qualité. C'est vrai aussi. Non, il est peut-être de meilleure qualité, mais il n'est pas forcément de meilleure qualité, tout comme pour les perfs. Tout ce qu'on peut dire avec le prix, donc l'indicateur prix sur la qualité de l'ordinateur, c'est qu'un ordinateur plus cher il coûte plus d'argent, c'est tout ce qu'on peut vous dire. C'est le seul indicateur. Ça ne donne aucune autre information. Pour savoir si un ordinateur plus cher est meilleur, il faut regarder ses caractéristiques techniques. On ne peut pas se limiter au prix. La première caractéristique, celle qui se voit, c'est la taille du machin. Donc la diagonale de l'écran, c'est une dimension exprimée en pouces, donc 15 pouces, 16 pouces, et ainsi de suite, 13 pouces. 1 pouce, pour rappel, c'est 2,54 cm. Ok, mais ça ne donne aucune information sur les performances. Donc on a le prix, savoir de combien vous allez alléger votre compte en banque. On a les pouces qui donnent la diagonale de l'écran. Qu'est-ce qu'il y a comme autre caractéristique? La première caractéristique importante, c'est le processeur utilisé, qui est installé dans la machine, donc le CPU. Donc au point suivant, on détaillera un petit peu 2-3 infos là-dessus. Donc c'est le premier critère, il faut regarder ça. Ensuite, quelle est la quantité de mémoire embarquée, mémoire RAM, mémoire vive embarquée dans l'ordinateur, on en parlera un petit peu après. Donc ici, je vous introduis vite fait les caractéristiques importantes, minimales, il faut regarder tout ça. Le stockage, quel type de stockage, très important, quelle capacité de stockage. Ensuite, le processeur graphique, ça peut être une caractéristique facultative. Cependant, je conseille quand même d'y jeter un coup d'œil en fonction de l'usage que vous allez avoir de l'ordinateur. 5, le truc que personne ne regarde, la batterie. Pourtant, voilà, votre autonomie va dépendre de la batterie et de la quantité d'énergie qu'elle peut emmagasiner, donc c'est quand même une information utile. Et le dernier critère que beaucoup de gens oublient, c'est la connectique. Donc, est-ce que vous savez mettre suffisamment de clés USB, enfin de ports USB? Savez-vous brancher un écran sans mettre 17 adaptateurs? Est-ce que c'est obligatoirement Wi-Fi où je peux lui mettre un câble en direct ou il faut un adaptateur? Bref, la connectique, ça c'est typiquement la connectique sur le cas précédent quand il y avait l'axe vertical de la praticité. Tous les petits laptops, tablettes, etc. sont aussi en bas au niveau de la praticité, parce qu'en connectique, il n'y a rien par rapport à d'autres ordinateurs. Commençons donc avec la première caractéristique, le processeur central, abrégé CPU de l'anglais Central Processing Unit. C'est le cerveau de l'ordinateur. C'est cette puce-là qui fait la majorité des calculs. Et donc, si vous avez un ordinateur avec un CPU lent, ça impliquera de facto que votre ordinateur est lent. Voilà, vous aurez beau mettre le matériel le plus cher possible à côté du CPU, mettre 64 Go de RAM, une carte graphique de malade, bref, si le CPU est lent, le PC sera lent. Il n'y a rien n'y fait. Par contre, ça ne signifie pas, et là, c'est là qui rend
l'informatique, en tout cas hardware un peu délicate, c'est pas parce que vous achetez un processeur rapide, donc un CPU rapide, que le PC sera rapide. Parce que, ok, le CPU il fait la majorité des calculs, mais ces calculs ils doivent bien être envoyés à d'autres composants, être également partiellement traités ou stockés sur d'autres composants, et si les autres composants sont lents, ben, le PC du coup sera lent aussi. Donc c'est un tout. C'est un tout. Ensuite, il y a quelques caractéristiques techniques donc, à checker pour savoir si on a affaire à un processeur rapide ou pas. Donc, au niveau des performances, je parle que des caractéristiques qui ont un impact sur les performances, donc sur la vitesse de traitement. Le nombre de cœurs du processeur est un premier indicateur. Alors j'ai mis physique, parce qu'ils disent nombre de cœurs, mais il faut que ce soit les cœurs physiques. Parce qu'il y a une autre caractéristique, ce sont le nombre de threads, des fois écrit nombre de cœurs logiques, ou appelé également nombre de cœurs virtuels. Et si s'ils disent dans une pub nombre de cœurs, par exemple 8, ils parlent de quoi? Ils parlent des cœurs logiques, virtuels, threads, physiques, on ne sait pas. Donc il faut faire gaffe à ça parce que c'est pas la même chose. Ce qui est important, c'est principalement le premier, mais on va en parler au calque d'après. Il y a une troisième caractéristique, c'est la fréquence de fonctionnement, il y a aussi un calque dédié à ça. Et une quatrième caractéristique, c'est la microarchitecture ou la génération. Généralement, sur une même gamme de matériel, un processeur plus récent, je dis bien de même gamme, pas de même nom, de même gamme, est un petit peu plus performant. Et pour connaître un petit peu si l'architecture est plus récente, on parle de génération, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est écrit 1, 2, 8, 7-B, non, c'est un peu chinois, et donc il faut prendre la référence du processeur et se documenter pour avoir cette information-là. On est en 2021 et dans le cadre d'une utilisation suffisamment confortable d'un ordinateur, à l'heure actuelle, il est important, en tout cas c'est un avis personnel, mais je crois que dans la pratique ça se vérifie, d'avoir une machine qui a un minimum, et c'est un minimum qui suffit, c'est pas un minimum, le minimum syndical, c'est un minimum qui convient très bien, de 4 cœurs physiques. Donc je ne parle pas de thread, je parle vraiment de 4 cœurs physiques. Alors il y a deux petits astérisques. Alors c'est conseillé, c'est pas obligatoire, parce qu'il y a des machines qui ont 4 cœurs, mais c'est les 4 cœurs qui n'avancent pas, et vous pouvez avoir des machines avec 2 cœurs très, très performants. Donc c'est mieux 2 cœurs vaillants que 4 cœurs fainéants, mais pour ça il y a d'autres critères qu'on verra après. Et il ne faut pas confondre, donc ça je le rappelle, les cœurs physiques avec les cœurs logiques virtuels ou thread. Le nombre de cœurs logiques virtuels ou thread, pour un usage courant, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Ce qui est important, c'est les 4 cœurs physiques. Et donc, maintenant, si vous utilisez votre ordinateur pour également jouer à des gros jeux vidéo, AAA, faire du rendu 3D, faire aller de grosses offres d'édition vidéo, de la simulation scientifique, bon ok, là 4 cœurs c'est peut-être un peu light, quoi. Vous pouvez passer à 6. Et sur un PC portable, oui, ça commence à être compliqué pour l'autonomie, quoi. Donc vaut mieux se limiter. Si on regarde un petit peu l'offre, ici en 2021, l'offre informatique, au niveau des processeurs, en dehors d'un modèle bien spécifique qui est l'Apple M1, dont je parlerai un petit peu plus tard, il n'y a que 2 marques, Intel ou AMD. Il y a différentes gammes et de processeurs chez les deux fabricants. Et en gros, on peut simplifier. Tout ce qui n'est pas une des étiquettes que vous avez sous les yeux, vous oubliez. Donc tout ce qui n'est pas chez Intel Core i3, 5 ou 7, on l'oublie. C'est lent. En tout cas, pour l'utilisation que vous allez en avoir d'ordinateur, c'est trop lent. Il existe du Core i9 plus rapide, mais en PC portable, bon bah, sauf si vous voulez une autonomie de 20 minutes, c'est intéressant, sinon aucun intérêt. Et chez AMD, il y a la même chose, Ryzen 3, 5, 7. Donc tout ce qui n'est pas ça, vous oubliez, ça c'est facile. Maintenant, c'est pas parce que c'est une de ces étiquettes-là que c'est suffisant. Mais au moins, voilà, c'est déjà un bon début.
Si on gagnera déjà du temps. Donc les cœurs, il en faut 4. Les threads, on s'en fout. Si vous avez 4 cœurs, vous avez 4 ou 8 threads. Ce qui compte, c'est d'avoir 4 cœurs. Ok. Et alors la fréquence, il faut combien? Là, c'est difficile de répondre. Un maximum. Donc il n'y a pas vraiment de minimum, mais il faut un maximum en fonction des budgets, etc. Et en fonction de la machine. Alors vous annonce ici dans une pub une fréquence de 3,4 GHz pour le processeur que vous avez sous les yeux. Le problème, c'est qu'on va dans la doc du processeur, on remarque qu'il y a plusieurs fréquences en fait. Donc ça, c'est marketing, et puis là, c'est la vraie vie. On vous annonce une fréquence de base de 1,6. Ça signifie que ce processeur tournera à 1,6 minimum. Et une fréquence turbo, ça vous annonce qu'il tournera maximum 3,4. Ok. Donc cette fréquence turbo est atteinte déjà sur un seul cœur. Et est maintenue tant qu'on arrive à refroidir suffisamment le processeur. Je reprends ce modèle-là, l'exemple qu'on a sous les yeux, dans la pratique, si les 4 cœurs sont chargés à fond, enfin si on doit faire le processeur utilise à 100%, tous ces cœurs, ça ne sera pas 3,4 mais 3,1. Donc le 3,4 c'est qu'un seul cœur qui bosse, le 3,1 c'est quand ils bossent tous. Donc on est déjà un petit peu en deçà de ce que la pub annonce. Ensuite c'est important, il faut que le processeur ne surchauffe pas. Sachez que vous voyez la taille d'un PC portable, vous voyez l'épaisseur de genre d'engin. Donc si vous avez un portable à 200 € ou à 1000 €, l'épaisseur n'est pas très différente et l'espace disponible pour refroidir les composants électroniques, il est plutôt faible. Et donc un ordinateur portable sera rarement capable de soutenir la fréquence maximum, la fréquence turbo, pendant plus de quelques secondes. Je reprends l'exemple ici du Core i5, avec les ordinateurs, en tout cas dans un test que j'ai vu, il faudra que je remette la source, en moyenne, la fréquence de fonctionnement, donc on met le processeur, il est chargé à fond de calcul, il bosse, il est à 100%, il monte à 3,1, plus réduit, parce qu'il chauffe trop, et puis ça va se stabiliser à plus ou moins 2 GHz, voilà, plus ou moins 2 GHz. Donc vous voyez qu'on est quand même très loin du 3,4. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la fréquence max annoncée, ne veut pas dire grand chose. La fréquence min, normalement on sera au-dessus, et donc on sera dans une fourchette entre les deux, mais quand même un peu plus proche de la min que de la max. Alors pour être un peu plus proche de la max, à configuration similaire, il est probable, je dis bien probable, donc c'est pas garanti, mais probable qu'un ordinateur portable plus épais soit plus rapide. Oui, s'il est plus épais, il y a plus d'espace disponible pour mettre un refroidissement, un système de refroidissement plus efficace. Et donc, votre PC portable sera plus rapide que s'il était plus fin. C'est un détail tout con, mais il faut y penser. Donc si vous hésitez entre deux modèles, prenez le plus gros. En tout cas, la configuration égale. Pour le processeur, on a plus ou moins fait le tour. Il y a d'autres caractéristiques, mais c'est du détail. Le principal a été dit. Parlons de la mémoire vive, donc la mémoire RAM. Tout ce qui est moins de 8 Go octet ici en 2021, il faut éviter. Il faut 8, quoi. 8 c'est bien. Plus, c'est pas vraiment utile. Donc plus, c'est vraiment si vous avez des gros besoins. Si vous jouez de gros jeux vidéo avec votre ordinateur portable qui l'exige, il n'exige pas tous. L'édition vidéo, des choses comme ça, oui, 16 et plus, ça peut être intéressant. Mais un usage courant, 8, ça convient très bien. Alors, est-ce qu'un ordinateur fonctionne-t-il plus vite avec plus de RAM? La réponse à ça, c'est non. Voilà, le même ordinateur avec 8 Go et le même avec 64, ils iront à la même vitesse. Il n'y a rien qui change. Donc, voilà, ça sert à rien d'ajouter des barres de RAM quand votre ordinateur est trop lent. Ça ne l'accélérera pas. Sauf si, ce qui peut arriver, c'est un phénomène de swapping. Un ordinateur a un problème avec sa RAM, Le fait de ne pas avoir assez de RAM, ça ralentit. Donc le fait d'avoir un surplus de RAM n'accélère rien. Le fait de ne pas avoir assez de RAM, ça ralentit parce qu'on cause du swapping. Donc il faut suffisamment de RAM que pour éviter le swapping, et avec un usage courant, 8 Go c'est bon. Le swapping c'est quoi? Je vais vous expliquer un petit peu après. Mais voilà, retenez ça. Il faut suffisamment de RAM pour éviter le swapping. 8 pour un usage classique, c'est bon.
Des grosses utilisations, il faut passer à plus. Mais ça dépend des logiciels. Il faut regarder dans les docs techniques de combien de RAM vous avez. Mais une même machine entre sa version 8 et 64 Go, il n'y a pas de différence de perf. À technologie identique, évidemment. Alors, il y a d'autres critères, d'autres caractéristiques sur les RAM, mais ici, comme là, il y a une fréquence de fonctionnement, il y a ce qu'on appelle des latences et des choses comme ça, mais c'est du détail. Ça n'a pas un gros impact ici. Petit truc que je voulais rajouter, si vous savez voir une machine qui a deux barrettes de RAM identiques, problème c'est quoi ça? Quand on achète des PC portables tout fait, on ne sait pas le savoir à l'avance, enfin c'est rarement mis en avant. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez avoir un gain de boost en 10 à 30% dans la pratique, parce que si on a deux barrettes de RAM identiques, la machine est capable alors d'utiliser les deux barrettes en simultané. Tandis que si elles ne sont pas identiques, ou si on n'a qu'une, voilà, il n'y a pas deux barrettes utilisables en simultané. Ce truc-là, ça s'appelle le dual channel. Il y a également comme caractéristique le périphérique de stockage, donc le disque dur qui va stocker vos fichiers et vos logiciels. Il y en a trois types. Il y a le HDD pour Hard Disk Drive, qui est le système historique et archaïque, qui est le disque dur magnétique, qui est donc quelque chose qui bouge mécaniquement, qui fait du bruit, qui consomme et qui est lent. Donc voilà, on va le faire entrer de jeu, on va l'éliminer. Si c'est ça, si c'est l'unique périphérique de stockage, c'est pas un bon plan. Ensuite, il y a l'SSD, le disque dur électronique, qui consomme moins et qui va plus vite. C'est clairement ce qu'il faut viser. Et il y a également des machines qui proposent un eMMC. En gros, c'est une petite puce qui stocke vos données, qui est soudée. Et donc, si cette puce, on ne sait pas la remplacer vu qu'elle est soudée. Et si elle pète, la machine est morte. On ne sait rien faire. Vous pouvez jeter toute la machine. Donc ça, on élimine aussi. Donc il ne reste plus que le SSD. Alors, il y a des machines hybrides avec un SSD et un HDD, ça c'est ok, mais il vous faut au moins un SSD. Parce qu'à notre époque, il y a 10 ans d'ici, c'était pas le cas, mais maintenant les logiciels ils sont tellement mal foutus qu'il faut un périphérique de stockage rapide pour pas perdre trop de temps. Et donc, voilà, c'est obligatoire que vous ayez un SSD dans lequel vous installez votre système d'exploitation et vos différents logiciels comme Office et console. Voilà. Vous pouvez également ajouter un HDD en plus, mais en tout cas, votre périphérique de stockage de base, ça doit être obligatoirement un SSD. Il faut oublier les HDD pour ça. Les HDD, c'est plus pour stocker des films ou des fichiers auxquels vous accédez pas souvent, des jeux, des choses comme ça. Voilà. Mais pas votre système d'exploitation, surtout pas. Plus maintenant. Alors, au niveau de la capacité de stockage, le grand minimum c'est 256 Go, mais c'est vraiment le grand minimum. Normalement, bon, si vous savez avoir de 512, c'est pas plus mal, un SSD de 512. Et sinon, vous pouvez avoir des SSD d'1 Tera ou plus pour une utilisation intensive. Donc ça dépend un peu de votre usage. 512, vous serez relax. Si maintenant vous êtes un gros gamer qui installe des jeux de 100 Go, vous en voulez en jouer à 6, l'un après l'autre, oui, vous avez besoin de plus que 512 Go. Mais pour l'usage, je veux dire, étudiante, 512 Go, ça devrait être bien suffisant. Comparons la RAM et les périphériques de stockage en termes de perf. Alors, la RAM, on ne peut pas stocker nos fichiers de manière durable dessus, c'est une mémoire volatile. Donc pour ça, à droite, on a les périphériques de stockage, on les disques durs. En SSD, il y a plusieurs catégories, donc il y a le format M2 ou le format 2 pouces et demi. Et lié à ça, on a aussi le protocole de communication, l'interface. Donc les SSD 2,5 communiquent en SATA. Et par contre, les M2, c'est soit du SATA, soit du NVMe. Et c'est ce protocole de communication peut avoir un impact sur les performances. En performance, il y a deux critères, il y a les débits. Alors c'est des ordres de grandeur, donc les débits, la RAM on voit que c'est entre 20 et 80 gigaoctets sur les RAM actuelles, le débit. Et sur les SSD, en 2,8 Go, en NVMe, en SATA on descend à 1,5 gigaoctet, et les vieux HDD, on voit qu'on est à 0,2 gigaoctet max.
Alors, le débit, c'est important. Pourquoi? Le débit, ça vous donne une idée du temps que va prendre la lecture ou l'écriture d'un seul fichier. Voilà. Donc le temps que va mettre la lecture d'un seul fichier sur le disque dur, ou d'un seul fragment de fichier, est directement proportionnel au débit que vous avez. Ok, donc là on se dit, bon la RAM, c'est pas un périphérique de stockage, donc on s'en fout pour le moment. Bah oui, il faut un disque NVMe. C'est ce qu'on peut se dire. Ensuite, il y a l'autre critère qui est la latence. Et donc la latence, elle, c'est les pertes de temps entre chaque lecture et écriture de fichiers. Donc quand le système doit lire 1000 fichiers, il devra trouver ces 1000 fichiers. Et donc le temps qu'il m'a trouvé ces fichiers, c'est la latence. Ensuite, il faut encore qu'il les lise. Quand il les lit, c'est le débit. Mais les trouver, c'est la latence. Alors la latence, ici, c'est l'exprime en millisecondes. On voit que de la RAM, je vous laisserai compter avec précision, mais ça, c'est 10 nanosecondes. Ça, c'est 0,1 millisecondes, donc 100 microsecondes et 10 millisecondes pour les HDD. C'est en ordre de grandeur. On s'en fout d'attendre une microseconde, une nano avec 10 milli. En fait, si ça peut avoir un très gros impact, de nouveau, je prends l'exemple de vous allez accéder à 1000 fichiers, il faut 1000 fois les 10 milli, ça fait 10 secondes. Donc avec un disque dur classique, vous avez 10 secondes. Vous imaginez, vous êtes devant votre écran pendant 10 secondes, il ne se passe rien. Et puis, c'est pas tout, parce que c'est 10 secondes pour trouver les fichiers, il faut encore les transférer. Après, il y a le débit qui entre en jeu pour vos 1000 fichiers. Mais donc, il y a 10 secondes d'inutile où il ne se passe rien. Tandis qu'avec un SSD, qu'il soit NVMe ou SATA, ça ne change rien. Si vous faites 1000 fois ça, ça fait 1/10 de seconde. Donc, vous attendez 1/10 de seconde, et puis le transfert peut commencer. C'est pour ça que les SSD, vous avez un gain de réactivité de la machine très élevé par rapport à un HDD. Voilà. Ça se joue pas en fait sur les débits, le gain de performance, ça se joue sur les latences. Et donc les latences, bien qu'exprimées en millisecondes, c'est quand même important. Deuxième chose de nouveau avec ces latences-là, on a parlé précédemment du swapping. Quand vous n'avez pas assez de RAM, ce qui se passe, c'est que c'est votre périphérique de stockage ici qui va être utilisé comme RAM. Et donc, la RAM, ça veut dire que ce sont des données temporaires qui sont lues, écrites très rapidement par le CPU. Et donc, il faut des latences les plus basses possibles. Et voilà, vous voyez la différence entre de la RAM qui est exprimée en dizaines de nanosecondes et les autres systèmes qui sont exprimés en millisecondes. Donc, votre PC, il peut être de l'ordre de 1000 fois plus lent, voire plus, quand vous avez le swapping qui s'enclenche parce que vous n'avez pas assez de mémoire RAM. Ça s'explique de par les latences que vous avez sous les yeux. Voilà. Donc, SSD, c'est obligatoire pour ces raisons-là. Autre petite chose, entre le choix entre un NVMe et un SATA, dans la pratique, en tout cas avec les logiciels actuels en 2021, vous n'avez quasi pas de gain de performance dans un usage courant avec un disque NVMe par rapport à un SATA. Donc ça, c'est vraiment que si vous transférez des gros fichiers, mais en dehors de ça, il n'y a pas d'intérêt. Donc le choix entre NVMe ou SATA, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Le processeur graphique, ou GPU en anglais pour Graphics Processing Unit. Donc cette puce, c'est ce qui est responsable des bonnes performances pour le calcul des rendus 3D. À l'heure actuelle, donc les CPU, donc Intel Core i machin, AMD Ryzen bidule, intègrent un GPU. Donc à l'intérieur, il y en a un. Et ces GPU intégrés ont des performances tout à fait suffisantes pour un usage courant de la machine. Même certains petits jeux vidéo. Donc par rendu 3D, évidemment, c'est le jeu vidéo qui est concerné, et les logiciels d'édition 3D. Quoi. En dehors de ça, vous ne faites pas de 3D. Quand vous êtes sur YouTube, vous ne faites pas de 3D. Quand vous êtes sous bord, vous ne faites pas de 3D. Enfin voilà. Donc le GPU intégré, pour l'usage en tout cas scolaire, nickel, faut pas plus. Si maintenant, le GPU intégré n'est pas assez performant, donc de nouveau, par exemple pour Call of Duty, FIFA, ou ce genre de truc là, ou pour jouer à des détails graphiques élevés, il existe des PC portables avec des GPU plus performants, qui sont donc une puce dédiée à côté du CPU. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le travers non plus, c'est pas parce qu'un GPU dédié que c'est rapide. Il faut savoir que 50% des modèles de GPU dédiés n'ont pas d'intérêt. Voilà.
pas d'intérêt parce qu'ils sont à peine plus rapides que le GPU intégré. Donc vous allez gagner 15, 20, 30% de perf, et quoi? C'est rien, parce que il y a d'autres GPU dédiés dans lesquels vous allez gagner 500% de perf, voilà. Donc, GPU dédié, il faut déjà monter dans une certaine gamme, également une certaine gamme de prix, pour y avoir un impact intéressant sur les performances en 3D. Et petite chose, c'est que du coup, ça fait qu'il est inutile d'investir dans cet élément si vous n'en avez pas vraiment l'utilité. Que du contraire, c'est contre-productif parce que un GPU dédié, c'est une puce en plus. Et donc une puce en plus, c'est potentiellement une source de panne supplémentaire. Voilà. Donc si vous n'en avez pas besoin, évitez-le. Si vous en avez besoin, il faut déjà monter dans une certaine gamme de modèles. Faut pas prendre tout et n'importe quoi. Voilà, on arrive aux deux derniers critères, deux dernières caractéristiques techniques, la batterie et la connectique. Donc au niveau de la batterie, ça je ne dois pas vous faire un dessin, c'est important pour l'autonomie. Et donc au niveau des caractéristiques techniques, souvent les fabricants annoncent ah ouais 6 cellules, 4 cellules, 2 cellules. Et donc on se dit 6 cellules c'est mieux que 4. Non, pas forcément. Donc ça veut rien dire du tout. La seule grandeur qui vous donne une idée de l'énergie, quantité d'énergie qui peut être stockée dans la batterie, c'est le nombre de wattheures de la batterie. Et voilà, ça c'est une quantité énergétique, c'est une grandeur physique, donc c'est pas en nombre marketing. Il y a des batteries 4 cellules qui stockent plus de wattheures que de batteries 6 cellules, donc ça veut rien dire du tout. Et ça de plus en plus, ça commence à se retrouver dans les docks, le nombre de wattheures. Maintenant, il faut gratter un petit peu, quoi. Et donc, d'office, une batterie 50 Wh sera préférable qu'une batterie 30 Wh. Alors, il y a un autre critère de la batterie, mais ça, malheureusement, c'est une information qui est pas accessible. Donc, je vous le dis à titre informatif, mais là, vous ne le verrez pas. C'est que la batterie est capable de livrer une certaine puissance en crête. Donc, un nombre de watts max en instantané. Et cette puissance, il arrive que ça peut, c'est pas toujours le cas, mais ça peut être inférieur à ce que le PC consomme. C'est-à-dire si votre PC a besoin de 200 watts en crête et que votre batterie ne sait pas fournir 200 watts en crête, alors c'est pas que le PC va se couper, enfin si en cas de gros pépin oui, mais normalement non, il y a des protections pour ça. Le PC va dire tu peux me fournir combien? 120. Ah ok, bon je vais limiter ma vitesse de fonctionnement à 120. Pour une consommation de 120 watts. Ce qui explique qu'un PC peut donc être plus lent sur batterie que sur secteur. Voilà, donc c'est une problématique qu'il y a avec les PC portables. Donc si vous êtes chez vous à la maison, ça peut être intéressant d'être branché sur secteur si vous avez besoin de performance. De nouveau, si vous faites YouTube, Word, Excel, Google, on s'en fout. Mais si vous êtes en train de jouer à du jeu vidéo, voilà, soyez sur secteur. Donc, mais pour le choix, c'est les wattheures qu'il faut regarder. Ensuite, pour la connectique, c'est con, mais faut que vous ayez suffisamment de connecteurs. Et de l'USB conventionnel, c'est quand même bien pratique plutôt que de l'USB type C dans lequel il faut des adaptateurs pour tout. Ça, c'est bien d'en avoir aussi, mais c'est quand même bien d'avoir aussi de l'USB conventionnel. Un HDMI pour sortir vers un écran ou une télé. Un VGA, ça peut être bien, en tout cas dans le cadre scolaire, parce qu'il y a souvent des vieux projets qui traînent. Maintenant, des portables avec port VGA, c'est une denrée rare, donc bon, si vous ne trouvez pas, tant pis. Et alors, un port réseau, c'est quand même intéressant. Je sais que la génération actuelle, c'est Wi-Fi partout, Wi-Fi. N'empêche qu'il y a quand même rien de plus rapide qu'un câble. Donc, quand vous travaillez dans un endroit fixe, et qui aimerait avoir un câble, c'est toujours mieux que de se faire transpercer d'ondes. Et également en termes de débit, normalement, vous pouvez atteindre des débits, des qualités de connexion meilleures en filaire qu'en sans fil. Donc voilà, petit côté pratique, au moins le trio ici, c'est quand même, moi je trouve ça quand même important. Maintenant, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, il y a des adaptateurs, les pros d'Apple connaissent.
Voilà, mais quand il faut se déballer son portable, il faut sortir le portable, le transfo, l'adaptateur pour ça, l'adaptateur de l'adaptateur parce que j'ai pas trouvé le bon adaptateur. Enfin voilà, il faut arrêter quoi. Donc si vous avez la connectique directe d'entrée de jeu qui est bonne, c'est pas plus mal. Oui, mais il faut savoir que certaines marques proposent également des gammes de PC portables pro. Donc typiquement, quand vous êtes dans les grandes enseignes genre Carrefour, MediaMarkt et consorts, ce sont des gammes grand public, hein. Vous voyez pas des gammes pro comme ça qui traînent. Enfin, c'est plutôt rare, quoi. Donc les gammes pro, ça se commande en ligne chez les petits revendeurs, etc. Donc c'est pas vraiment ce que vous trouvez dans les grandes surfaces. Et ces gammes pro ont comme avantage d'être souvent construites de manière plus robuste. Et ils offrent également, pas toujours, mais souvent de meilleures garanties, quoi. Voilà, par contre, voilà, donc ils sont meilleurs, voilà, ils sont meilleurs, tout simplement. Donc, on pourrait poser la question, bah, alors faut toujours prendre une gamme pro. Bah, ça dépend, parce que ça coûte plus cher. Ils sont plus robustes et souvent de meilleures garanties, mais souvent aussi de meilleure connectique, mais ils sont souvent plus chers. C'est un exemple que bah, j'ai vécu il y a quelques semaines. J'ai commandé du matériel, je reçois un PC portable, et il s'était gouré dans la livraison. J'ai reçu la version grand public du modèle commandé, qui était commandé en gamme pro. C'est-à-dire que les versions grand public, c'était la moitié du prix, donc c'était 600 contre 1200. Bah, qu'est-ce qui changeait entre les deux? En termes de perf, pas grand-chose. Par contre, en termes de connectique, bah, 2 fois moins de connecteurs sur la grand public. Le touchpad, on a envie de se suicider après 10 minutes d'utilisation, contrairement à la gamme Pro. Tout était en plastique, il était déjà griffé en sortant de sa boîte. Tandis que la gamme Pro, c'est une coque métallique, il est plus solide. L'écran, l'écran, j'ai oublié d'en parler. L'écran, c'était une gamme IPS sur la gamme Pro, le grand public, c'était un écran de type TN. Donc ça, si vous avez la possibilité, choisissez toujours un écran IPS plutôt qu'un TN. L'avantage est que si vous inclinez le portable, vous voyez toujours l'image, tandis qu'un TN, les couleurs changent. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez le petit surplus de sous et que vous voulez que votre portable tienne longtemps, ça peut être intéressant d'aller vers les gammes pro. Maintenant, ça se paye, quoi. Alors, l'autre question, bah, faut-il prendre un PC ou un ordinateur Apple? Bon, bah, moi, je ne peux pas trancher. Maintenant, on peut essayer de trouver des infos. Et donc, situation déjà rencontrée à quelques reprises, croiser quelqu'un, vous discutez. Ouais, les PC, c'est de la merde. Depuis que j'ai un Apple, moi, je veux plus rien d'autre. Ok. Discours que j'ai déjà entendu. Alors la question qu'il faudrait se poser, donc le gars là ici à droite il pose la question à suite gauche, ben t'as déjà acheté un PC du même prix qu'un Apple? Alors souvent, ben non. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut comparer? Donc souvent les gens ils achètent un PC premier prix, c'est de la merde, bah oui, ça l'est, souvent. Et puis un jour ils se disent ouais, je vais prendre un Apple, je serai tranquille, et après ils sont contents. Bah oui, mais ils n'ont pas payé la même chose, ils n'ont pas acheté la même chose. Voilà. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire ici dans ce qui suit. Alors, on va faire deux comparatifs. Ici, c'est un premier. Ça va aller vite. C'est se dire, bah, tu vois, j'ai été voir sur le net. Alors, je suis allé chez un revendeur, un gros site internet français qui vend des ordinateurs. Dans les deux cas, les infos viennent du même site. Et j'ai pris l'Apple portable le moins cher qu'il y avait au catalogue. Et je suis tombé du coup sur, donc ici j'ai fait cette recherche ici en septembre 2021, cette machine-là. Ok. Alors je me suis dit je vais chercher chez le même revendeur, donc il n'y a pas tous les modèles de portable possibles en vente, hein, mais une machine assez proche. Et donc j'ai trouvé ce modèle-ci en PC. Donc le processeur c'est kiff, hein, il n'y a quasi rien qui change entre les deux, la RAM c'est identique. L'écran de l'Apple il a une meilleure définition, mais celui du portable est plus grand. Disque dur c'est identique, la batterie de l'Apple elle est meilleure, le poids de l'Apple est mieux, la connectique de l'Apple est un enfer, et l'Apple il est plus fin, donc le portable étant plus épais, potentiellement il est plus rapide. Voilà. Donc c'est kiff, c'est assez équilibré, on va dire. Et en termes de prix, qu'est-ce que ça donne? Voilà, l'Apple en tout cas
sur ce revendeur-là, à cette époque-ci, était à quasi 1300 €, et l'ordinateur portable était à 800. Alors, ok, ben ça on s'en doute, Apple, on paye le marketing, machin, la qualité de fabrication est quand même pas mauvaise du tout, c'est du bon matériel, hein, c'est pas mauvais. Et donc en PC c'est moins cher. En PC c'est moins cher pour des performances similaires. Maintenant c'est un petit peu moins cosy, c'est un petit peu moins design. Il n'y a pas toute la taxe marketing qu'on paye. Et le 800 €, c'est pas forcément le PC le moins cher. Donc là je suis sur l'Apple le moins cher. En fait le message que je veux faire passer c'est ça. L'Apple le moins cher ne correspond pas au PC le moins cher. On est déjà dans une gamme d'ordinateurs portables qui n'est pas ridicule. Et donc c'est ça, les gens, ce que j'expliquais avec mon cas précédent, donc les gens ils achètent des petits portables comme ça, premier prix qu'ils trouvent, et ils sont pas contents parce que c'est toujours des trucs un peu pourris, et puis un jour ils achètent un Apple et là tout va bien. Bah oui, mais ils auraient pu acheter un PC où tout allait bien d'entrée de jeu. Il fallait pas mettre 400 €, il fallait mettre plus. Deuxième comparaison, et qu'est-ce qui se passe si on claque des sous par les fenêtres, mais le même montant? Alors, si on claque le même montant, bah, vous avez une petite idée d'où je veux en venir. Donc, de nouveau sur le même site que mon truc précédent, j'ai regardé pour 3200 € la machine, hein, on y est allé. En Apple, vous avez la machine de gauche, et en PC, j'en ai pris un à pouf dans la même gamme de prix. Donc, on a sensiblement le même processeur, on a 2 fois plus de RAM à droite, en plus en dual channel, donc ça va plus vite. On a un moins bon écran sur le PC. On a 2 fois plus de disque dur en SSD. La puce graphique, alors il y a une unité qu'on appelle la puissance de calcul en teraflop 32 bits dans ce cas-ci. On voit que, je vous ai fait le calcul pour vous, on voit que la carte graphique intégrée, donc le GPU dédié, est 4 fois plus balèze que sur l'Apple. La batterie est un peu moins bonne, il est plus épais, un peu plus léger, et il a de la vraie connectique. Donc, vous aurez compris que là, il n'y a pas photo, le vainqueur, c'est celui-là. Je ne suis pas en train de dire que c'est le genre de machine qu'il faut acheter. Hein. Je déconseille de mettre des prix pareils dans des PC portables. Mais voilà, c'était pour le test. Donc, à tarif égal, vous avez normalement plus puissant en PC qu'en Apple. Par contre, l'Apple a un peu le choix de « j'ai pas envie de me prendre la tête, je veux une machine qui fonctionne bien », bah ouais. Donc, le premier prix, c'est déjà du bon matériel. Voilà. Donc, et puis il y a l'écosystème Apple, ceux qui aiment bien macOS et les logiciels qui vont avec, bah oui, pourquoi ils iraient prendre un PC? S'ils aiment bien macOS, il faut prendre un Apple. Donc chacun a son truc, c'est du bon matériel, mais voilà, en PC vous avez équivalent pour moins cher. À vous de choisir. Ce calque-ci, c'est juste pour bien que les choses soient claires. Donc si je fais un axe, soit de performance, soit de prix, soit de qualité, ça marche dans les 3 cas. Vous avez toute la gamme possible, hein, les PC lents, pas chers, mauvaise qualité, ainsi de suite, peu importe, vous mettez ce que vous voulez sur l'axe. Et puis la gamme Apple, elle se trouve là. Donc le petit Apple, c'est déjà un PC d'un certain niveau. Par contre, il faut savoir aussi que le haut de gamme Apple, bah, il y a plus gros en PC. Donc voilà, donc il y a de tout en PC, et en Apple, c'est une gamme évidemment plus restreinte. Alors le marketing, mais le marketing ils font des fois très fort, donc faites gaffe aussi au nom qu'on donne aux produits. Un Intel Core i7 n'est pas forcément plus rapide qu'un Intel Core i5, donc vous devez les regarder dans la doc. Par exemple, ici, ben, vous avez le nom marketing Core i5 10300H et Core i7 8550, nanana. Donc voilà, donc i7 c'est mieux qu'i5, ouais, mais si on regarde dans la doc, bah, l'i5, donc c'est tous les deux 4 cœurs 8 threads, ok. Et si je regarde l'i5, c'est 2.5 à 4.5 GHz et l'i7 1.8 à 4 GHz. Donc normalement, si je refroidis suffisamment l'engin, l'i5 sera plus rapide. Voilà. Faut faire gaffe aux dénominations. Ici, je prends un exemple. Bon, il est un peu daté l'exemple, mais bon, c'est à titre informatif. Il y a une carte graphique GeForce 1070 ou GeForce 1660. Donc ça c'est les docs techniques, donc c'est le nombre d'unités de calcul de la 1660, donc d'unités de calcul de la 1070, fréquence de fonctionnement plus ou moins similaire, puissance de calcul je vous la donne, 4 teraflops pour celle-là, quasi 7 pour l'autre, et ça c'est les débits mémoire.
Donc vous voyez clairement que la 1070 est plus rapide que la 1660. Pourtant, 1070 est une plus petite valeur que 1660. Voilà. Donc, faut pas se fier aux chiffres, il faut aller regarder un petit peu dans les docs techniques. Et éventuellement les tests aussi sur Internet, des sites spécialisés qui comparent le matériel, mais des vrais tests, hein, pas un truc comme User Benchmark qui sort des calculs automatiques sortis d'on ne sait où, avec des vrais journalistes qui écrivent des choses et qui testent le matériel. J'ai déjà entendu un jour quelqu'un, en tout cas un spécialiste en plus, dire à l'heure actuelle, il n'y a plus besoin de PC fixe, hein. Les portables c'est nickel, c'est le passé, les PC fixes ça sert à rien. Bon, non, par exemple en PC fixe, vous avez des PC fixes, par exemple qui consomment genre 1000 watts juste pour la puissance de calcul, bon je prends un cas extrême, ce type de matériel n'existe pas en PC portable. Donc partant de là, s'il y a une utilité, en tout cas sur des machines très performantes, ça n'existe simplement pas en PC portable. Et alors en entrée de gamme, vous avez des PC fixes d'entrée de gamme pour, je sais pas, Word Excel, ça coûte moins cher qu'un PC portable, en tout cas à qualité identique, ça peut coûter moins cher aussi. Donc bref, ce sont deux marchés différents qui n'ont pas forcément les mêmes utilisations. Et alors maintenant, si on doit comparer du matériel théoriquement identique, donc vous avez ici un PC fixe avec ce processeur là, ce GPU là, et un PC portable avec un processeur plus ou moins équivalent et un GPU le même. C'est étonnant parce que faut savoir que c'est le GPU qui donne, qui a le plus d'impact sur les perfs en 3D si c'est pour un jeu vidéo, donc en 3D. Et vous voyez le PC fixe, il fait 190 images par seconde contre 135 le PC portable, alors que c'est le même GPU. Bah oui, c'est logique, le PC portable il chauffe, il sait pas dissiper sa chaleur efficacement comme un PC fixe. Donc d'office que les composants ralentissent par rapport au PC fixe. Donc à composants identiques, le PC fixe il va plus vite. Voilà. Donc il y a des choses qui existent en plus en PC fixe et à composants identiques ça va plus vite. Ne l'oubliez pas. Et dernier petit truc, les PC fixes sous chauffant moins sont alors plus fiables et ils peuvent en plus être améliorés au fil de temps. Vous pouvez remplacer la carte graphique, vous pouvez rajouter de la RAM facilement et des choses comme ça. Ce qui n'est pas le cas sur un PC portable. Enfin, la RAM si, mais la carte graphique non. Alors la présentation ici touche petit à petit à sa fin, il reste encore deux petites choses à voir, la notion de jeu d'instruction. Donc j'aurais dû en parler quand on a parlé des CPU, mais bon c'était pour pas tout mélanger. Donc en fait en informatique, hein, au sens large, il y a globalement à l'heure actuelle deux grands jeux d'instruction. Il y a ce qu'on appelle le jeu d'instruction x86 et ce qu'on appelle le jeu d'instruction ARM, donc en informatique grand public. Donc le jeu d'instruction x86 ou x86-64 ou x64 ou MD64, voilà, ou ARM, ça désigne en fait le langage matériel dans lequel le processeur parle. Et donc les processeurs des PC, ils parlent le langage x86 et les processeurs des tablettes et téléphones parlent le langage ARM. Donc ils ne se comprennent pas l'un à l'autre, c'est pour ça que vous ne pouvez pas prendre le logiciel Photoshop en PC et l'installer sur votre téléphone. Indépendamment du fait que le téléphone est potentiellement pas assez puissant, peu importe, c'est pas compatible. Donc c'est pas les mêmes fichiers exécutables, voilà, parce que le langage parlé du matériel est différent. Les spécificités, pour être très bref, donc le x86 sont des processeurs qui sont capables de faire des choses compliquées rapidement. Du coup, ces processeurs sont complexes et consomment assez bien d'énergie. Tandis que les processeurs ARM sont des processeurs qui ne savent faire que des trucs simples. Donc, les calculs compliqués, c'est pas leur truc. Mais comme justement c'est pas leur truc, ce sont des processeurs simples et étant plus simples, ils consomment moins. Voilà, c'est pour ça que c'est ce qui est mis dans les téléphones, etc. Vous n'êtes pas en train de faire des calculs scientifiques, de la simulation scientifique sur votre téléphone, j'espère que non. Vous utilisez du matériel plus robuste pour ça.
Et quand vous achetez un ordinateur Apple, eh ben, à l'heure actuelle, c'est donc depuis cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, ben, vous avez le choix entre prendre un Apple avec un CPU Intel Core i-Truc. Ça signifie alors que vous achetez un ordinateur compatible PC, quoi, qui a un processeur x86, ou bien acheter un Apple avec un CPU Apple M1. Et la différence entre les deux, bien que minime dans la doc technique, elle est monumentale d'un point de vue technique, dans la vraie vie, parce que en fait, le CPU Apple M1, c'est un processeur ARM. Donc, un logiciel x86, en théorie, n'est pas censé tourner sur un Apple M1. Donc, il y a une frontière de compatibilité entre les deux. Donc, les logiciels x86 ne tournent pas sur ARM et vice-versa. Voilà. Donc, si vous voulez renouveler votre Apple Intel Core i-Truc pour un Apple M1, normalement, vos sorties ne sont pas compatibles. Je dis normalement, sauf qu'il y a petite astuce. Apple, et heureusement qu'ils ont fait ça, ils ont intégré dans leur Apple M1, et de façon quand même très efficace, ce qu'on appelle un émulateur. Donc il y a des fois, c'est pas systématique, il y a des fois moyen d'aller installer un logiciel prévu pour du x86 et d'aller l'installer dans l'Apple M1, qui va alors pas pouvoir l'exécuter directement, mais le traduire à la volée les instructions x86 vers des instructions ARM pour pouvoir faire tourner le logiciel. Donc vous aurez compris que c'est avec une pénalité en performance qui, pour des logiciels simples, ne se ressent pas, qui, pour des logiciels compliqués, peuvent potentiellement faire que le logiciel ne tourne même pas. Donc vous vous retrouvez avec un système qui potentiellement peut tout faire tourner, mais dans la pratique, pas forcément, voilà. Donc tout ne tourne pas forcément. Donc c'est un peu spécial. À côté de ça, vous avez les applications iPhone, elles peuvent du coup tourner sur l'Apple M1 sans problème. Donc, mais comme il n'y a pas forcément un écran tactile, l'interface n'est pas forcément adaptée. Voilà, vous êtes avec un truc un peu spécial qui a comme avantage d'avoir une très bonne autonomie, d'avoir des performances décentes, etc. Mais voilà, l'écosystème x86 n'est pas totalement supporté. Et néanmoins pas personnellement l'expérience de la chose, je ne m'aventurerai pas plus. Donc si vous hésitez entre les deux, si vous êtes d'office, vous voulez un Apple, et que vous hésitez entre les deux, allez voir, renseignez-vous. Mais voilà, vous sachez qu'il y a une grosse différence matérielle à ce niveau-là. Dernier sujet, on a le cas Google, donc un petit peu la même chose qu'avec l'Apple M1. Il y a toute une gamme d'ordinateurs qui sont les Chromebooks qui vous annoncent une autonomie de malade, ils mettent vraiment l'accent là-dessus. Oui, parce qu'il y a une gamme de Chromebooks où c'est pas du Windows, pas du Linux, pas du Mac, c'est Chrome OS, donc Google, et c'est des processeurs de type ARM, comme dans vos téléphones. Et du coup, vous savez rien faire avec ça. Et contrairement à l'Apple M1, là, il n'y a pas vraiment l'émulateur x86, et même si on avait un, ça serait beaucoup trop long. Donc, ça n'a aucun intérêt pour vous, en tout cas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils racontent les deux nanas? Ah ouais. Et donc, dès que vous allez vouloir installer un logiciel provenant de l'écosystème Microsoft, Windows x86, ça ne marchera pas. Mais il existe des Chromebooks avec processeur Core Intel machin. Ouais, mais alors la question, ou alors quel est l'intérêt d'avoir un Chromebook? Parce que le Chromebook, l'idée c'est d'avoir de l'autonomie. Même on ne prend pas un processeur ARM, on prend un processeur x86. On n'a plus l'autonomie du Chromebook, mais on a quand même toujours les emmerdes du Chromebook, que c'est pas un système d'exploitation normal, quoi. Donc, ouais. Donc pour l'utilisation que vous allez avoir de votre ordinateur, vous oubliez complètement Chromebook, hein, ça n'a pas lieu d'être. En résumé, et pour conclure, le Chromebook, on oublie, ça c'est fait. Si Apple, faites gaffe, je suis pas sûr que les mains soient une bonne idée, en tout cas pour l'usage estudiantin. Si à un moment donné vous êtes bloqué, il n'y a pas moyen de faire aller un logiciel que vous avez absolument besoin pour un labo, parce que c'est le processeur M1 et que l'émulateur, il marche pas. Voilà,
moi, ça me semble franchement risqué, quoi. Je suis pas en train de dire que c'est du mauvais matériel, mais pour votre cas d'utilisation à vous, je suis sceptique. Par contre, un Apple Corybrol, pourquoi pas. L'univers PC, à partir du moment où vous prenez des spécifications techniques adaptées, il n'y a aucun souci, vous saurez tout faire tourner. Mais faites gaffe aux spécifications. Donc on l'a dit, un processeur, un vrai processeur avec 4 cœurs. Je vous ai dit les modèles qu'il fallait prendre. 8 Go de RAM minimum, un SSD, allez, 240 Go minimum. Le GPU, il n'y a pas forcément besoin. Qu'est-ce que j'oublie? Ouais, il faut absolument que ce soit de l'SSD. Si c'est un écran IPS, c'est pas plus mal. Faites gaffe à la batterie. Ben voilà, quoi, on a parlé de ça. Faites gaffe au marketing. Le marketing n'est pas là pour vous aider, mais pour vous faire acheter. Donc s'il peut vous tromper pour que vous achetiez, il s'en porte pas plus mal, le marketing. Et voilà, bah, vous avez des infos pour vous renseigner correctement, croisez les sources, ne suivez pas aveuglément les conseils d'un vendeur qui va vous vendre sur le produit qu'il a trop en stock ou sur qu'il a la plus grosse com. Les représentants d'un forum qui n'ont pas forcément, ils ont peut-être des bons avis ou pas, et pas forcément le même usage que vous, ou d'un pote informaticien, informaticien étant un terme très générique. Voilà. J'espère que vous avez appris quelque chose et faites le bon choix.